Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rester fidèles. Votre émission, le jury du dimanche, e-radio, première radiovision du Sénégal, ITV et imedia.sn reçoit Papa Amadou Sarr, délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes à la présidence de la République. Bonjour. Bonjour Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes sous le feu des critiques. Les plus acerbes proviennent du camp le moins attendu, le camp du pouvoir. Si ce ne sont pas les jeunes du parti présidentiel APR qui protestent, ce sont les élus locaux de la majorité qui vous lancent des colibés. Les adversaires du régime, eux, ne se font pas prier naturellement pour parler d'échec de la politique de l'emploi, notamment de la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes d'RFJ. Il faut cependant reconnaître que ce ne sont pas seulement les politiciens qui critiquent l'approche du pouvoir pour lutter contre le chômage. Des observateurs neutres émettent également de plus en plus de réserves. Un conseil présidentiel va se tenir sur la délicate question de l'emploi le 22 avril prochain sous la présidence du chef de l'État. Papa Amadou Sarr est donc sur la sellette en sa qualité de délégué général à l'entrepreneuriat rapide, une structure logée à la présidence de la République du Sénégal depuis 2018. Exactement. L'invité du JDD a été conseiller technique auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, puis directeur général du secteur financier et de la compétitivité au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan du Sénégal de 2015 à 2017. Sarr a travaillé à l'étranger en tant que responsable de programme senior pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à la Fondation Bill et Melinda Gates, à Seattle aux États-Unis et à l'OCDE également. Au plan de la formation, Papa Amadou Sarr est diplômé de Sciences Po Paris, de l'Université de Harvard aux États-Unis, entre autres écoles fréquentées. Alors, la question, c'est la question de l'emploi des jeunes qui est plus que jamais d'actualité. Le sujet a gagné en intensité au lendemain des violentes émeutes de mars dernier avec l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Comment analysez-vous cette préoccupation en tant que patron de la DER/FJ? Merci Mamadou, je vous remercie avec aussi les auditeurs ou les spectateurs. Je suis très heureux d'être avec vous et pour échanger sur cette lancinante question de l'emploi des jeunes, et du financement et de l'entrepreneuriat. Et pour aussi préciser que la délégation que je dirige depuis 2018, très exactement, nous avons commencé nos opérations le 8 mars 2018, journée de la femme, symboliquement pour accompagner la politique d'emploi, mais aussi d'accès au financement du président Macky Sall. Alors, la délégation, comme le nom l'indique, ne s'occupe pas d'emploi, elle s'occupe d'entrepreneuriat. Et entrepreneuriat et emploi, ce n'est pas forcément la même chose. Et beaucoup de nos concitoyens font cet amalgame et parlent d'échec de la délégation. Et il faudrait aussi le dire qu'on a un pays où il y a 30% de chômeurs. Et la délégation n'a que 3 ans d'existence. Cette question du chômage ou de la précarité des jeunes et des femmes de notre pays, que je comprends, auquel je compatis, date de 1960 ou bien avant, depuis notre indépendance. Tous les régimes qui sont passés n'ont pas pu résoudre cette lancinante question. Et je peux vous dire ici et maintenant, en vous regardant les doigts, les yeux dans les yeux, que je ne pourrai pas régler la question de l'emploi des jeunes. Parce que, ce n'est pas ma mission. Certes, il y a une mission d'auto-emploi, de création que nous insufflons. 2, ce que nous faisons, c'est octroyer des financements sous forme de crédit, de dette, de garantie bancaire, d'accompagnement, de formation pour permettre aux entrepreneurs jeunes, âgés de 18 à 40 ans pour les hommes et femmes, sans limite d'âge, de pouvoir créer leur propre entreprise ou de doper la croissance de leur entreprise. C'est pour cela que la DER a été créée. Oui. Et l'autre chose importante que vous avez dit tout à l'heure, qui est essentielle, aujourd'hui,
dans le contexte actuel qui a donné naissance à la crise que nous avons connue en mars 2021, c'est plusieurs facteurs. C'est le fait que le pays a été fermé quasiment pendant 1 an à cause de la pandémie de la Covid-19 et que beaucoup d'autres facteurs exogènes s'y sont greffés et que la marmite a explosé. Mais cette question... Aussi le chômage. Le chômage, c'est clair. Le chômage des jeunes. Aujourd'hui, moi-même, j'en suis conscient. Je viens d'avoir 42 ans, mars dernier, et j'ai beaucoup de jeunes frères et amis avec qui j'ai grandi, qui sont dans la précarité, qui ne travaillent pas. Quand je vais chez moi à Castor ou à Tambacounda ou dans d'autres contrées, je vois des dizaines, pour ne pas dire des milliers de jeunes attablés devant eux, en train de faire du thé, en train de faire du sport, auscultant la mer des fois, en cherchant l'un de mes meilleurs pour aller vers l'immigration clandestine. C'est le constat. Ce qu'on attend de vous, c'est l'action. Je suis d'accord avec vous. Oui. C'est ce que je fais, matin, midi et soir. Depuis bientôt, depuis 3 ans, je suis sur le terrain avec mon équipe. Nous avons fait les 14 régions, les 45 départements, plus de 350 communes. J'y ai été moi-même avec mes équipes. Nous avons investi environ 60 milliards de francs CFA au 31 décembre 2020. On doit être autour de 65-70 actuellement. Nous avons impacté positivement la vie d'entrepreneurs, hommes et femmes, pour 106 000 personnes directement. Et je pourrais dire que nous avons créé au moins 70 000 emplois. Et de façon indirecte, parce que nous avons financé des entreprises qui ont eu aussi à créer de l'emploi. Et selon une récente étude que nous a faite le Bureau de prospective économique de Moubarak-Lo, nous avons impacté positivement la vie de plusieurs entrepreneurs en créant de l'emploi sur l'ensemble du territoire national sans aucune distinction. Avec les moyens du bord, bien entendu. On reviendra sur vos chiffres tout à l'heure. Mais vous avez beau dire, je ne m'occupe pas de l'emploi spécifiquement, je m'occupe de l'entrepreneuriat. Sauf que vous êtes critiqué, vivement critiqué, et ces critiques sont de plus en plus virulentes contre votre structure. Vous en êtes même parfois la cible directe. Oui. Dernier épisode en date, la rencontre organisée par l'Association des maires du Sénégal avec des chahuts qui ont interrompu votre intervention. Quelle réponse pouvez-vous donner à ceux qui pensent que vous n'avez pas atteint vos objectifs et que vous êtes le mal responsable? Et c'est un mal pour les jeunes, pour les femmes de notre pays, pour 5 millions de personnes, ou même 6 à 7 millions, mais je ne saurais, moi, Institut Personae, être tenu responsable d'une quelconque malgouvernance ou d'une absence d'emploi pour les jeunes et les femmes, car c'est une question qui est structurelle. Aujourd'hui, il faut qu'on soit clair et qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. L'État ne crée pas d'emploi. L'État met en place les conditions sine qua non est favorable à la création de l'emploi à travers le secteur privé. Ça, toutes les économistes, théoriciens de l'économie, que ce soit les néoclassiques, les néolibéraux ou les keynésiens, sont unanimes là-dessus. Aujourd'hui, ce qui est peut-être possible, et je reviendrai sur l'incident, on peut dire qu'on a la possibilité, avec les plans de relance, le plan d'urgence que le président met en place, avoir une volonté keynésienne d'impulsion pour créer de l'emploi, mais cela s'est fait aussi avec des emplois massifs à travers les grands travaux. On a eu cet impact après la Seconde Guerre mondiale en 1945, où il y a le plan Marshall qui a été mis en place pour investir des milliards de dollars ou d'euros de francs français qui ont permis à l'Europe de se reconstruire. Aujourd'hui, peut-être qu'on doit être là, mettre en place un plan Macky Sall pour aider à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. On pense que ce plan, il existe depuis qu'il est au pouvoir. C'est le plan Sénégal émergent. Ça n'a rien à voir. Alors, mais sauf que les critiques consistent à dire que ça a échoué. Oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord que c'est un échec? Je ne suis pas d'accord que c'est un échec, Mamoudou. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, nous faisons avec les moyens du bord. Aujourd'hui, un exemple concret. Nous avons 5 à 6 millions de chômeurs, de demandeurs d'emploi. Et pour avoir un emploi pérenne et durable, il faut au minimum 2,5 à 3 millions de francs CFA qui permettent à la personne d'avoir un revenu minimum de 100 à 200 000 francs par mois et créer de l'emploi. Aujourd'hui, en faisant un calcul banal, c'est environ 3 000 milliards pour 1 million d'emplois.
vous multipliez par 5, ça fait 15 000 milliards pour 5 millions d'emplois. Si l'État du Sénégal avait les moyens de le faire, on le ferait. Aujourd'hui, ce qui veut dire, c'est quoi? C'est 5 à 6 années budgétaires de l'État du Sénégal pour résorber le gap de chômeurs. Aucun État africain, même européen, n'est capable de le faire. Il n'y a qu'aux États-Unis où on essaie d'aller vers le plein emploi, mais on a toujours des taux de chômage qui avoisinent les 5-6%. Au Sénégal, la population jeune, aujourd'hui, dans sa globalité, c'est autour de 70%. 70%. Et comment vous le percevez-vous? C'est-à-dire que pour vous, c'est à la limite une tâche impossible? Je ne dirais pas que c'est une tâche impossible, parce qu'on fait ce qui est à notre possible. Et en créant des emplois, en finançant, nous espérons aussi que d'autres entreprises, comme vous et autres, créeront de l'emploi. Ça, il faut que ce soit clair. Maintenant, en revenant rapidement à l'incident qui s'est passé... Oui, vous essuyez des critiques, les maires de la majorité, comme d'ailleurs même des militants du parti au pouvoir, la PR. Mais est-ce que ça n'indique pas qu'il y a une grande insatisfaction même du côté du pouvoir par rapport à votre action en tant que DER? Je défie quiconque. Oui. Je vous regarde les yeux dans les yeux. Oui. Demain, si je quitte la DER, la personne, homme ou femme, qui prendra ma place ne pourra faire mieux que ce que j'ai fait, avec les ressources dont je dispose. Parce que je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui... Est-ce que vous devez être votre propre juge? Je ne suis pas mon propre juge. Il y a quand même le principe de la redevabilité qui est là. Et reddition de comptes. Au bilan, vous pensez que vous avez une note honorable? Nous avons un bilan satisfaisant et certains le prendraient comme de la prétention, très honorable, dans le sens où nous avons pu mettre dans l'économie sénégalaise, en moins de 3 ans, plus de 60 milliards de francs CFA. Nous avons pu lever plus de 74 milliards de francs CFA avec les bailleurs internationaux pour financer les start-up, les PME et les entrepreneurs du Sénégal. Aucun régime, je vous dis bien, aucun régime ne l'a fait depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est sous l'ère du président Macky Sall qui nous a confié la destinée de la délégation, que je remercie au passage. Et aujourd'hui, c'est grâce à lui que je suis là. Et c'est pour lui que je suis là, parce que c'est lui qui m'a demandé de laisser mes fonctions pour venir travailler pour lui, pour mon pays, et que je l'ai fait avec passion. Il est satisfait de votre travail? Je suppose, parce que sinon j'aurais été viré avec toutes les critiques que j'ai subies depuis plus d'un an. Est-ce que vous êtes prêt à vous soumettre à une évaluation, à un audit? Je le fais. Je me suis auto-évalué. Oui. J'ai commandité une étude du Bureau de prospective économique qui est actuellement en train d'évaluer les financements de la DER sur l'ensemble du territoire national. Je me suis aussi auto-audité avec des experts du bureau du BOM, de l'IGE et des experts bancaires qui sont chez moi, qui sont actuellement en train d'évaluer et auditer tous nos comptes, tous nos systèmes pour ce qu'on appelle en anglais la compliance ou la conformité. Oui. Parce que je sais que maintenant ou plus tard, ça va arriver. C'est certainement une bonne démarche, mais l'auto-audit, l'auto-évaluation, c'est très bien, mais est-ce que vous êtes prêt à vous soumettre à un audit indépendant qui viendrait, externe, indépendant? Nous avons un commissariat aux comptes qui s'est fait toutes les années. Aujourd'hui, ils sont actuellement chez nous et au cours de ces 2 dernières années, nos comptes ont été certifiés conformes. Et je suis sûr que pour 2020, ce sera la même chose, parce que pour moi, on ne badine pas avec les questions de principe d'équité, de transparence, de bonne gouvernance. Et pour terminer sur les maires, je les comprends, il n'y a aucun problème, je ne leur en veux pas. Je suis entré dans la salle avec la conviction que je vais être hué. J'ai été averti en venant, n'y allez pas, on va huer. On a même payé des gens pour le faire. Oui, des gens du parti. Ah oui, mais je sais, et j'ai la preuve, et le montant qui a été donné à des gens pour me huer, pour m'humilier. 1 500 000. Et quand je suis arrivé... Qui a sorti cet argent pour que vous soyez hué? Des maires? Maires et ministres et députés. Mais ce n'est pas la première fois. Ce sont des pratiques que je dénonce avec la ferme volonté. Et moi, et je le dis partout, on me critique de dire que je ne fais pas partie de l'APR ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis républicain. Je crois aux valeurs de la République. C'est la République qui m'a éduqué, qui m'a donné une bourse, qui m'a fait partir en France pour étudier et que je suis revenu et que je sers la République. Vos chiffres, comme j'ai dit, je ne suis pas très pressé. On va en parler dans le fond. Mais
Évoquons le conseil présidentiel qui se tiendra le 22 avril sur le thème de l'emploi des jeunes, justement. Qu'est-ce qu'une telle rencontre peut apporter dans le contexte actuel? Alors, je pense que le chef de l'État, le président Macky Sall, a compris le message que sa jeunesse lui a lancé lors des émeutes urbaines auxquelles nous avons fait face. Il a voulu prendre lui-même la question de l'emploi à son niveau pour essayer d'y apporter des réponses pérennes. C'est pourquoi qu'il a décidé d'octroyer une première fois une enveloppe de 350 milliards et une semaine après, il est revenu en proposant 450 milliards lors de son adresse à la nation le 3 avril 2021. Et comme lui-même l'a dit, ça peut aller plus loin parce qu'il sait que ce n'est pas suffisant au vu de la demande actuelle, du taux de chômage, de précarité, de pauvreté que connaît notre pays, aussi bien en milieu urbain que milieu rural. Donc ce conseil présidentiel permettra au chef de l'État de mettre tous les acteurs autour de la table, les organisations communautaires de base, les mouvements de jeunesse, les associations et culturelles, comment ils appellent encore, le conseil de la jeunesse, tous les démembrements, les jeunes en foulard, etc. Et les autorités des administrations territoriales, les préfets et les gouverneurs, les maires, etc., le secteur privé, le patronat, pour essayer d'échanger, pour trouver des solutions dans le long terme. C'est l'objectif de cette rencontre. Et tout le monde, aujourd'hui, ne pense qu'aux 350 ou 450 milliards qu'a annoncé le président. Pour moi, se focaliser sur ces ressources, c'est faire fausse route. La véritable question à laquelle on doit répondre, c'est comment cet État mettra en place des politiques publiques efficientes qui permettront de résoudre dans le long terme la question de l'emploi des jeunes. Parce que je vous le dis, aujourd'hui, cela renvoie concrètement quoi? Une politique industrielle adéquate, comme l'a dit notre ami et opposant Mamadou Lamine Diallo, qui depuis 20 ans s'oppose, qui critique tout le gouvernement. Vous êtes en phase avec lui ou... Je suis en phase avec lui sur la question de la politique industrielle. Très bien. Mais dire que l'ADER est un échec, je lui demande lui-même, ouvertement, solennellement, de mettre en place sa commission d'enquête parlementaire comme il veut pour venir auditer l'ADER. Il verra de lui-même ce qu'on a fait. Je n'ai peur de rien. Ah oui, c'est exactement. Très bien. Et il a raison, par contre, sur la politique industrielle. Il faut mettre en place des réformes qui font que l'industrie se mette en marche et qu'on n'importe plus. Une politique d'import-substitution, comme on dit, c'est-à-dire aujourd'hui, en d'autres termes, en français facile, qu'on n'importe plus du lait, qu'on transforme le lait que nos parents, dans le Podor, dans le Ranérou, dans le Kolda produisent, et dans le Linguère Dara, pour faire du lait local, pasteurisé. On l'a commencé avec Bagoré Bathily, le laiterie du berger, pour presque 2 milliards de financement, où on a financé plus de 1000 éleveurs qui produisent du lait. C'est aussi la transformation de nos produits agricoles, le riz, l'arachide, la noix de cajou, etc., pour créer de la valeur ajoutée. Donc cette industrialisation sera le fruit de la transformation structurelle de notre économie pour plus de valeur ajoutée, parce qu'on va exporter davantage de produits finis plutôt que de produits bruts, et qui fera que l'État sera plus riche et par conséquent investira davantage, il y aura plus de consommation, il y aura plus de création d'emplois, et ça va faire un effet positif et entraîner. Sans cela, injecter 450 milliards par an de façon statique, ça ne réglera pas le problème. Il faudrait qu'aujourd'hui, que les gens qui viendront à cette rencontre, et parce que je suis un peu avec des ministres, des acteurs, de la société civile, je peux te dire qu'on a déjà presque 1000 milliards de demandes qui viennent des tiroirs des ministères, d'autres agences et programmes qui existent. Parce que tout le monde pense que c'est de l'argent qu'on doit se partager pour utiliser ça rapidement. Ah non. 1000 milliards de demandes adressées à l'ADER. Tout de suite. Non, oui. Pas à l'ADER, au ministère de l'économie. À l'ADER, nous avons 500 milliards de demandes. Rien qu'à l'ADER. Donc la moitié. Rien qu'à l'ADER. Non, ça dit 500 milliards plus 1000 milliards adressés au ministère de l'économie. Okay, on est à plus de 1500 milliards de demandes déjà présentes assis, sans compter les projets structurants, bien entendu. Donc vous voyez, cette rencontre avec le chef de l'État, pour moi, c'est une occasion de mettre à plat les choses, de redéfinir une nouvelle politique allant dans le sens de la transformation structurelle de notre économie, comme prévu d'ailleurs dans le PAP 2A, et qui sera, à mon avis, le start ou le début du plan
d'action prioritaire accélérée, le PAP 2A. J'ai reçu la semaine dernière un expert financier, Oumar Seck, qui dit dans les 3 ans, il est possible de créer au moins 1 million d'emplois avec des revenus décents. Oui. Correct. Comment? Vous êtes d'accord avec lui? Oui, s'il y a les ressources qu'il faut. Oumar Seck, je l'ai vu il n'y a pas longtemps quand il était venu de Bruxelles. Mais il faut qu'il nous dise comment. Parce que moi, je veux bien que tous ces experts locaux comme internationaux... Oui, les leviers. Vous avez parlé déjà de l'industrie, il en a parlé. Exactement. Il fait même la remarque que le Sénégal s'est désindustrialisé. Je suis d'accord avec lui. La transformation dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, on est dépendant du commerce, des services. Oui. On est prisonnier des importateurs. Oui. Au détriment de l'industrialisation. Parce que quand vous dites qu'il y a au moins 6 millions de demandeurs d'emploi, vous savez très bien que ce n'est pas 100 000 emplois qui vont régler le problème. Il faut créer des emplois massifs, aller même au-delà d'1 million. Vous me dites comment, voilà, mais je vous renvoie la question. Oui. Comment? Non, mais quand j'ai dit comment, j'avais pensé qu'il avait proposé des solutions concrètes. Effectivement, on le sait. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la transformation de notre économie à travers le secteur primaire. Aujourd'hui, les chiffres que j'ai, 70% de nos financements vont à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche. Aujourd'hui, avec, disons, j'avais fait une estimation, 500 milliards par an, par pôle régional. C'est-à-dire on met 500 milliards en Casamance, Ziguinchor, du Kolda, on produit des dizaines de milliers de tonnes de riz, de fruits et légumes, de mil, etc. Ça permettra de se transformer localement, de nourrir les populations et engendrer des revenus conséquents et décents pour les populations et du travail. Pareil, vous faites la même chose dans le Fouta, dans le Delta, dans le Ndoukoumane, vers Kaffrine, Kaolack, Fatick, dans le Sine Saloum. Et c'est comme ça qu'avec du cash injection, la transformation des produits agricoles, la création d'industries, je ne parle pas de petites industries ou des industries de substitution, mais les véritables industries de raffinerie, de scieries, de bois modernes, et comme le Rwanda l'a fait avec Kagame, attirer des grands groupes comme Volkswagen, Renault, Peugeot, qui viennent s'installer ici. J'ai été au Maroc il y a 2 mois avec le DG du port à Tanger-Med. C'est 120 000 emplois sur une seule plateforme à Tanger par Renault. Et c'est ce qu'il faut faire, de l'emploi qualifié, de l'emploi décent, de l'industrialisation. C'est comme cela qu'on va résorber la question de l'emploi dans un horizon temporel de 10 ans. De 10 ans, pas avant. Oui, vous avez parlé de 3 millions d'emplois sur les 10 ans ou 3 millions. Non oui. Ça dépend Une des séquence revenus. plus rapprochée. C'est possible, ça veut dire qu'il faut injecter beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire aujourd'hui, si on va avoir 3 millions d'emplois en 3 ans, c'est possible. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est 9 000 milliards. C'est 3 000 milliards par an. L'État du Sénégal, à l'état actuel, avec les recettes que nous engendrons, ne peut pas le faire. Et les bailleurs internationaux avec qui nous avons des programmes, nous ne laisserons pas nous endetter à ce niveau. Justement, avant même de parler de 3 millions d'emplois, vous dites que c'est possible pour les 3 prochaines années, suivant un certain nombre de conditions. Oui. Dans l'immédiat, 65 000 emplois sont annoncés par le chef de l'État. Il est possible de les créer. L'État sénégalais a la marge de manœuvre qu'il faut pour créer là, immédiatement, 65 000 emplois, avec la contrainte des bailleurs de fonds qui veillent. Exactement. Oui. Mais il va y avoir... C'est possible, oui. Mais sous contrainte, comme vous l'avez dit. Oui. Il va y avoir un réaménagement budgétaire. Oui. Ils vont faire une loi de finances rectificative pour aller chercher les 150 milliards de cette année. Et dans ces 150 milliards, il va y avoir environ 70 à 80 milliards qui vont servir à créer 65 000 emplois pour un revenu moyen de 80 à 100 000 francs CFA. C'est quand même juste ça. Mais faites le calcul vous-même. 80 000 divisé par 100 000 65 000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec aujourd'hui? C'est la volonté du chef de l'État. Ça va permettre à des jeunes qui ne travaillent pas d'avoir un emploi décent, qui sont dans la sécurité, dans l'enseignement, dans tout ce qui est assainissement, tout ce qui est aussi emploi vert avec le reboisement pour commencer. Et cela permettra de faire, comment on appelle ça, des soins palliatifs par rapport à ce qu'on a connu récemment. Parce qu'il faudrait bien agir, il faudrait faire quelque chose. Il y a des jeunes qui sont sortis, qui ont montré leur colère, qui ont cassé. Il y avait des émeutes de la faim quasiment. Et le chef de l'État, en père de la nation, s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour mon peuple. Ça ne suffit pas de faire des infrastructures, des autoroutes,
des ponts, etc. Il faudrait que je m'occupe du capital humain, qui est l'essence même de son pays, c'est la jeunesse. Et ceci faisant, je pense, et je le recommanderais fortement, qu'il faudrait que mettre en place les réformes adéquates qui permettront de libérer le potentiel du secteur privé, qui crée de l'emploi, diminuer l'imposition, mais permettre aux entreprises de créer de l'emploi en abaissant les charges patronales. La clé, c'est le secteur privé. La clé, c'est le secteur privé. Avec plus d'emplois, mais aussi avec des revenus plus consistants. Plus décents. Il n'y a pas de secret. Le Maroc qui est là à côté, l'Europe, partout, c'est le patronat qui dirige et c'est le patronat qui monte la voie et qui donne l'impulsion. L'État est là pour mettre les conditions sine qua non et effectivement l'emploi dans le secteur régalien, l'État-providence, tout ce qui est santé, armée, défense et éducation. J'imagine que ce sont les 65 000 emplois avec pavage et autres. Exactement. Nous allons parler de vos chiffres. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, sur la base un peu de ce que j'ai lu, a rendu public l'intégralité du bilan de ses activités 2020 et présenté les axes de son action pour l'année 2021, avec 60 milliards de francs CFA de financement accordés en 3 ans d'existence, dont 25 milliards pour la seule année 2020. La DER a mobilisé l'ensemble de ses ressources, contribuant ainsi à la résilience des écosystèmes entrepreneuriaux sénégalais dans le cadre de la crise liée à la pandémie à Covid-19. En 3 ans, plus de 106 000 bénéficiaires, 2600 entreprises locales ont été accompagnées par la DER. En 2021, la DER deviendra l'un des principaux opérateurs du nouveau programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. C'est ce que vous-même avez dit. Ce programme sera doté d'un budget triennal d'au moins 450 milliards, nous en parlions tout à l'heure, dont 150 pour cette année 2021. En 3 années d'existence, la DER s'est imposée comme le premier opérateur public de soutien à l'entrepreneuriat innovant et créatif au Sénégal. C'est bien beau tout ça, hein? C'est votre tableau. C'est la réalité, c'est pas mon tableau. Il faut nous convaincre. Pour vous convaincre, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est comment on appelle ça? Nous opérons comme une banque. Nous avons une équipe d'environ 120, 130 personnes, de banquiers, d'ingénieurs, et agronomes, etc., et des spécialistes en artisanat qui étudient les projets qui nous sont soumis sur la base de la demande volontaire, soit en ligne financement www.financement.der.sn ou chez les préfets et les gouverneurs. Et après réception de ces dossiers, on les traite et on les sort et on paye à travers les banques. Parce que justement, nous voulons toujours utiliser le secteur privé, les banques ou les systèmes financiers décentralisés. Et qui nous a valu aujourd'hui plus de 100 000 comptes bancaires ouverts en 2 ans. Quels sont les critères? Pour accéder au crédit, il faut être jeune. Il faut être jeune. Qui a bénéficié de vos financements? Voilà, il faut être jeune, homme, entre 18 et 40 ans. Oui. Donc après 40 ans, ce n'est pas possible. Oui. Et les femmes, il n'y a pas de limite d'âge parce que nous avions fait une étude avec la NSE quand j'étais au ministère des Finances, qui était le rebasage du PIB et le recensement général des entreprises qui avait prouvé que les femmes étaient les plus pauvres et au chômage, plus de 50%. Oui. Et suivi des jeunes. Oui. C'est pour cela que le président Macky Sall a créé cet instrument. Une discrimination positive à l'endroit des femmes et des jeunes. Et nous sommes aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Oui. Nous avons financé les 14 régions du pays, les 45 départements et les 552 communes et 5 villes que compte notre pays. Et sur la base de la population, c'est-à-dire de façon objective. Nous avons travaillé avec l'Agence de la statistique et de la démographie qui nous a sorti la taille de la population par région, par département, par commune. Oui. Et nous avons fait une répartition équitable des ressources, de l'enveloppe budgétaire dont nous disposions de 30 milliards la première année. Oui. Malheureusement, on n'a pas mobilisé 30 milliards la première année, oui. On a mobilisé 20 milliards. Et donc, les sommes reçues par département, par commune ont baissé. Alors, Amadou Ba dit, mais au fond, quand on fait une lecture de vos chiffres, vous affichez les chiffres de votre échec. Il fait le constat suivant en disant, mais si on regarde bien l'ADER, 60 milliards pour 106 000 bénéficiaires sur tout le territoire national, soit
565 037 francs CFA en moyenne par bénéficiaire, avec cependant des écarts stratosphériques de 100 000 francs CFA pour le plus petit financement, jusqu'à 300 millions pour le plus gros. Et il vous fait la remarque suivante: est-ce que vous ne luttez pas plus contre la pauvreté que contre véritablement le chômage? Qu'est-ce que vous répondez à Amadouba? Mais j'espère que ce n'est pas l'ancien ministre des Finances, mon ancien patron. En tout cas, c'est un Amadouba. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Je vais l'appeler après. Bon, probablement, c'est pas lui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est on n'est pas là forcément pour la création d'emplois. C'est des effets induits. Mais la principale mission de l'ADER, c'est de soutenir des entrepreneurs à consolider leur acquis ou à créer leur entreprise. Ceci faisant, comme il a dit, je le concerne, on lutte contre la pauvreté. Ouais. Parce que les entrepreneurs que nous finançons ont des revenus décents qui leur permettent de vivre. Un exemple concret, et je vais abonder dans son sens. Nous avons des financements même de 50 000 francs, Mahmoud. Moi, j'ai été à Sédhiou, à Bambali, là où vient Sadio Mané. Il y avait des femmes qui étaient en train de ramasser l'anacarde, qui gagnaient 2 000 francs par jour. Je leur ai dit, écoutez, je vous prête 100 000 ou 200 000. La dame m'a dit non, je ne peux pas payer 50 000 francs. Au marché aux poissons des Pikine, on a ouvert ce qu'on appelle le nanocrédit. C'est des financements de 20 000 à 50 000, à 100 000, jusqu'à 300 000 maximum, et que les dames remboursent tous les mois. Et c'est des financements qui leur permettent, d'avoir de quoi vivre, d'avoir de quoi amener leurs enfants à l'école et de sortir de la pauvreté. Oui, on est bien d'accord. Et c'est basique. Et là, on peut être d'accord. Le constat chez les femmes, c'est qu'elles gèrent mieux que les hommes. Et elles se contentent souvent de très peu. Mais ce n'est pas une raison pour quand même... Mais certains montants peuvent paraître dérisoires. On ne peut pas nier cette évidence. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas une évidence dans le sens où nous avons une fourchette et une grille de financement de 100 000, de 10 000 même pour le nanocrédit, à 100 millions. On est allé à 300 millions, mais c'est un cofinancement. Et ce sont les bénéficiaires qui viennent nous voir, qui nous disent, moi j'ai besoin de 100 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, 20 millions. Et selon la demande, nous répartissons les ressources et les dossiers sont étudiés par un comité d'investissement composé de banquiers et d'experts sectoriels. Et c'est après que le financement est attribué et que c'est envoyé en banque. Donc il y en a qui ont eu, dans ces quartiers même, des financements de 15 millions, 20 millions, 30 millions, qui créent 10, 15 emplois. Il y en a qui ont des financements de 200 ou 300 millions, où on a fait du cofinancement, mais c'est 0,05%. C'est peut-être 5 gros financements de ce type. Mais la majeure partie de nos financements se trouve dans la fourchette 1 million à 15 millions. Et c'est là où véritablement nous travaillons dans la lutte contre la pauvreté à travers l'accroissement des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises. Il a même parlé de 300 millions pour le plus gros. Oui, c'est effectivement ça. C'était une unité de nouvelle unité d'usine d'eau qu'on a fait en cofinancement avec la Banque nationale de développement économique. Parce que tout ce que nous faisons pour le gros financement, après 50 millions, nous avons soit la BNDE, le Cofinan, CMSI à côté, la Banque agricole et d'autres partenaires qui font des cofinancements. C'est là que c'est intéressant de nous dire vraiment le critère. Voilà. XY se présente à la DER. X a un projet de 300 millions. Y a un projet peut-être de 1 million, ou en tout cas un peu plus. Comment ça se passe concrètement? Alors, comme je disais, le projet de 300 millions dont on parle, il y en a peut-être un, et c'est Epsilon, parce que c'est un projet qui a été soumis par une banque. La Banque nationale de développement économique, qui avait mis 100 millions. Le promoteur a mis 100 millions. Ils ont demandé à la DER de venir en garantie pour 100 millions pour créer 200 emplois dans la zone de Pout, une usine d'eau. Et un autre projet de 150 millions, une biscuiterie, où on est venu à 75 millions avec la banque, 75 millions pour créer presque 70 à 80 emplois. Ça, c'est peut-être 2 ou 3 projets comme ça. Et le projet doit être systématiquement, nécessairement porté par des jeunes. Des jeunes et des femmes, obligatoirement. Jeunes et des femmes. Les femmes, il n'y a pas de limite d'âge, mais les jeunes, c'est... 40 ans. OK. Mais là, il y a des gens qui trouvent des subterfuges. Vous avez 45 ans ou 50 ans, vous changez le nom de l'entreprise, ou vous mettez au nom de votre femme ou de votre enfant. On tombe dans le piège. On tombe dans le piège. C'est arrivé. C'est arrivé.
Ah oui? Ah oui, c'est arrivé. Vous avez failli là? Non, justement, quand on s'en est rendu compte, Oui. on a rappelé le promoteur pour retirer le projet. Parce que c'était de la Il y fraude. a un exemple précis. Il y a des exemples précis que je ne dirais pas le nom. Nous sommes tenus par le secret bancaire. Et cela a été retiré, vraiment? Oui, bien entendu, bien entendu. Et parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des subterfuges, ils savent que ça ne passe pas et ils vont essayer de faire comment on appelle ça, des mécanismes de prise de participation ou de transfèrement de l'entreprise à leur épouse ou à leurs enfants. Des fois, à leur dépend parce que l'enfant dit l'entreprise m'appartient maintenant. Donc maintenant, nous, ce qui nous intéresse principalement, ce sont les jeunes entrepreneurs à qui on donne des financements de 3 millions, 5 millions, 10 millions. Ce sont les artisans, les cordonniers, les mécaniciens, les menuisiers métalliques, les menuisiers, les boulangers. C'est la majeure partie, c'est 90% Mamoudou de notre portefeuille, ou des gens qui sont là, les tailleurs. Il y en a le concept d'atelier 221, où pendant la Covid-19, grâce à la DER, nous avons investi 3 milliards de francs CFA pour 5000 tailleurs de l'atelier des maîtres tailleurs du Sénégal, des gens comme, je ne veux pas donner de nom, mais de grands couturiers de la place, de la Soulida ou de grandes égéries qui ont confectionné des masques barrières pour protéger nos populations. Et ces masques ont été achetés par l'État et donnés aux écoles et aux universités. On a fait travailler 5000 personnes pendant la période Covid. Nous avons injecté 6,7 milliards dans la filière anacarde en Casamance, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, qui a créé 20 milliards de chiffres d'affaires et permis à toute une région naturelle, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, de conserver leurs noix, de les transformer et de les exporter à un moment opportun. Sinon, il y aurait eu une catastrophe dans la zone. Invité du jury du dimanche, Papa Amadou Sarr de la DER/FJ, nous allons rester sur les questions des Facebookers. Ahmadou Bamba Sagna, comment Papa Amadou Sarr qualifierait les bénéficiaires de la DER qui sont très en colère car ayant l'espoir d'être subventionnés à hauteur de 5 millions lors de la cérémonie de remise, mais finalement ils n'ont reçu que 200 000 en subvention. Je le dis car j'ai suivi cette situation. Et l'autre question qu'il pose, conviendriez-vous que ces subventions se sont déroulées de façon partisane, car la plus grande majorité des bénéficiaires sont des militants du camp du pouvoir? Omarou Anne, comment ça se fait que selon ce tableau, il donne un tableau, c'était sur ma page Facebook, et j'ai également vu le tableau, que la commune de Dalifort, Foirail se taille la part du lion alors qu'elle est la moins peuplée dans le département de Pikine. Selon toujours ces chiffres, vous avez financé une personne sur 6 à Dalifort, car nous sommes 30 000 habitants, ce qui est totalement contraire à la réalité. Commençons par la dernière question. Alors, Dalifort. Dalifort, ce sont des gens qui ont déposé. Parmi les 16 communes de Pikine. De Pikine, Pikine 2 milliards 960 millions. Oui. Et Dalifort, il y a eu des braves dames qui ont déposé, qui sont dans les tanneries, les femmes mortes, qui sont dans la transformation de produits halieutiques, etc., ou dans l'agriculture, dans la zone des Niayes. Et comme je l'ai dit encore une fois, nous, on ne choisit pas qui on bénéficie. C'est basé sur la demande. C'est des personnes qui viennent déposer leurs demandes. Quand nous avons ouvert les dépôts, beaucoup de gens à Pékin, Guédiawaye et Rufisque, n'y croyaient pas. Parce qu'ils pensaient que c'était, comme vous avez dit tout à l'heure, des financements destinés aux partisans du pouvoir. Et heureusement que l'histoire m'a donné raison, parce que c'est les partisans du pouvoir qui me critiquent le plus, qui me huent ou qui m'humilient, comme le dit une certaine presse. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il est inconcevable pour les journalistes ou des soi-disant journalistes qui soient payés à coups de millions pour pouvoir dénigrer une institution, une personne. Je le sais et j'en connais, et ils savent très bien de qui je parle, parce qu'ils sont venus voir la DER pour proposer des contrats, des conventions, et que la DER a dit non, on ne travaille pas comme ça. Et matin, midi et soir, ils critiquent la DER. Vous accusez des journalistes d'avoir fait. Oui. Et j'en connais, je ne vais pas le dire ici, mais ils se connaissent. Ouais, mais parfois aussi, ça peut être simple de faire une déclaration comme ça, sans la preuve, sans la moindre preuve. C'est la réalité. Je ne vais pas entrer dans la polémique, parce qu'il y a eu tellement de médiations qui ont été faites avec certains journalistes et journaux. Ce n'est pas beaucoup de journaux, ce n'est pas beaucoup, hein, mais et je le dis clairement, ce sont des maîtres chanteurs qui te demandent un contrat de 5 millions, sinon on va t'attaquer demain dans la presse.
Et moi, j'ai dit, faites ce que vous voulez. Sur Dalifort, vous assumez ce que vous dites? J'assume, bien entendu. Parce qu'aujourd'hui, c'est une demande qui est venue de Dalifort avant que Djiddah Thiaroye-Kao ne se réveille, ou Keur Massar, ou Yeumbeul. Moi, j'ai une enveloppe, j'ai un bouton j'ai une horloge qui tourne, tic-toc, tic-toc. Et quand la demande est là, il n'y a plus d'argent, on ferme, on finance les premiers venus. C'est comme on dit en français, en anglais, first come, first served. Ahmadou Bamba Sagna a raison de dire que vos subventions se sont déroulées de façon partisane. D'abord, pour préciser, on ne fait pas de subventions. C'est des prix. Bon, d'accord, c'est une façon de parler. D'accord. Financement. Financement. Oui. 2, il ne peut pas dire que c'est passé de façon partisane, parce que moi-même qui vous parle, je ne peux pas le savoir. Mamoudou, quand on dépose à l'ADER, ce qu'on vous demande, c'est la carte nationale d'identité, CNI, un certificat de résidence, un projet, un business plan. Maintenant, allez savoir comment moi je vais savoir que Mamoudou fait partie de PASTEF ou de l'APR ou du PS ou du PDS. Je ne peux pas le savoir. Parce que quand les gens déposent chez moi, je ne leur demande pas. Oui, c'est arrivé une anecdote. Des jeunes de la mouvance présidentielle sont venus chez moi avec un grand carton et ils ont mis dessus jeune membre de Ben Bokk Yakaar ou Kogère. J'ai sorti le carton. J'ai dit, allez voir ailleurs. Et ça m'a valu des remontrances, mais je n'ai pas transigé. Vous ne faites pas attention à l'appartenance des demandeurs à un quelconque parti politique? Aucunement. J'ai financé des jeunes de tous les partis. Quelle garantie vous pouvez donner à l'opinion? Parce qu'il y a des gens qui sont convaincus que le financement est partisan. J'ai financé des jeunes de Y'en a marre. J'ai financé des jeunes du parti PASTEF dans le Bluff à Bignona. Moi-même, j'y ai été. J'ai financé des jeunes du Parti démocratique sénégalais, des jeunes de Bokk Gis Gis. J'en continue. Très bien. Et puis, en ajoutant aussi, ça je le dis devant la caméra, il faut que les jeunes comprennent que les ressources nationales qui appartiennent à tout le monde n'appartiennent pas qu'aux partis politiques. Exactement. Vous pouvez le garantir. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, l'ADER, c'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide et républicain. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la République. Est-ce que le président de la République lui-même, qui me l'a dit, aime la répéter? Quand je viens le voir, je dis, Monsieur le Président de la République, quelles sont les conditions d'octroi? Il me dit, Pape Sarr, il n'y a pas d'injonction ou quoi que ce soit, ou de conseil, etc. Et il me dit, toujours, d'abord, les bons projets, les jeunes et les femmes. Après l'appartenance politique, ça ne me regarde pas. Ça, c'est le chef de l'État lui-même. Très rapidement, en une fraction de seconde, là où des gens attendaient 5 millions, ils se retrouvent avec 200 000. Ça, c'est pas vrai. Parce que pour la simple raison que pour chaque financement qu'on donne, on recalibre avec les besoins en fonds de roulement, en investissement, et la personne signe une attestation et un accord avant que le financement soit décaissé. Pour tous ceux qui ont eu de 100 000 à 500 000, c'est l'autonomisation économique. C'est des financements entre 100 et 1 million. Question de Babacar Fall de Immédiat sur Facebook, et j'en termine avec nos amis les followers. Est-ce que l'ADER a eu à financer des Sénégalais de la diaspora? Oui, beaucoup. Aujourd'hui, nous avons créé un fonds diaspora de 5 millions d'euros, qui nous a permis d'accompagner des Sénégalais de la diaspora en France, à Dubaï, en Arabie Saoudite, mais qui ont fait du financement au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, on a lancé un fonds diaspora qui permet de faire du cofinancement ou matching fund, qui permet aujourd'hui d'accompagner des projets de femmes et de jeunes dans leur localité. Mais l'argent ne sort pas du Sénégal. Ne sort pas du Sénégal, autant pour moi. Ne sort pas du Sénégal. Voilà. D'accord. Et c'est un programme qui connaît un franc succès. Si vous êtes à l'extérieur, vous avez un projet, vous le réalisez ici. Et nous, on vous aide à structurer le financement. On apporte minimum 50% du financement qui permet de créer de l'emploi et de sécuriser vos investissements. Avec obligation de retour au Bercail? Non, pas forcément. Vous pouvez confier la gestion à quelqu'un. Confier la gestion soit à nos investisseurs, à nos, comment on dit, les fund managers, ou à une personne de votre choix. Très bien. J'espère que ces questions pratiques de nos auditeurs et téléspectateurs vous ont aidé à comprendre. Alors, parlons maintenant d'un autre enjeu. Oui. Beaucoup de milliards. Vous-même, vous dites ce n'est pas forcément l'argent qui règle le problème, même si on a besoin d'argent. Alors, ici, c'est maintenant l'impact réel.
À quel taux pensez-vous que vos financements ont été efficaces? Vous financez, mais est-ce qu'il y a le résultat? Est-ce que l'entreprise n'est pas morte de sa belle mort? Est-ce que des emplois ont été effectivement créés? Oui. Est-ce qu'il y a des revenus qui sont générés? À quel taux? C'est une question très pertinente, Mamoudou. Aujourd'hui, je ne vais pas trop m'aventurer, mais les études que nous avons commandées avec le Bureau de prospective économique vont sortir normalement fin avril, début mai. J'aurai même les résultats préliminaires pour le conseil présidentiel demain. Et normalement, la semaine prochaine, on va publier. Aujourd'hui, je peux dire, sur la base des études que nous avons faites sur l'impact de la Covid sur les entreprises que nous avons financées, c'est qu'autour de 60% de nos financements ont été efficaces dans le sens où ça a permis aux entreprises de se développer, ça a permis aux entrepreneurs de créer de l'emploi et ça a permis à d'autres d'exporter. Par exemple, un exemple concret, les SIPA, les sociétés d'intensification pour l'agriculture dans le Matam et le Podor, de Ogo, en passant par PT, Orkadjere, jusqu'à Mbolo Biran, Ndjoum, on a financé presque 50 SIPA et qui ont permis d'exporter pour la plupart le gombo, le battenat et le pastèque direct à Ronsis, avec des contractualisations. Ça, et c'est des centaines d'emplois par ferme de 50 hectares. C'est 1 milliard qu'on a mis, c'est excellent. C'est l'un des projets pour lesquels je suis très fier. Et nous allons continuer à faire des fermes comme ça, avec les fermes Anida, dans le sud, et vers le Kolda et dans le centre du pays. 60%. 60% en moyenne. Mais 40% qui n'ont pas produit de résultats. Soit il y a eu des entreprises qui sont mortes à cause de la Covid, soit, comme vous avez dit, il y a eu des déperditions pour des jeunes, et je le dis, je le reconnais ici, qui ont eu leur financement, qui n'ont pas utilisé à bon escient. Et nous en avons tenu compte, parce qu'il y a des gens qui viennent te voir pour dire, donnez-moi 3 ou 4 millions, je vais faire de l'aviculture ou de l'agriculture, ils en font autre chose, ou ils prennent une pirogue pour aller en Europe. Ils sont blacklistés. Ça, ah ben bien sûr. Celui qui fait un défaut, qui ne paye pas, qu'on ne couvre pas, non seulement est blacklisté à l'ADER, mais dans l'État. Tu ne pourras plus avoir accès en fonds publics. Le remboursement avait fait débat il y a quelques mois également. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes soulagé? Je suis soulagé parce qu'aujourd'hui, 2020, 5 milliards de budget investi sur 30 milliards. Mais j'ai financé pour 25 milliards. Les 20 milliards, ça vient d'où? C'est le remboursement. On a pu recouvrer 60 à 70% des investissements que nous avons faits entre 2018 et 2019. Bien entendu, 2021, le taux de remboursement va baisser à cause, bien entendu, de l'impact de la Covid. Parce qu'il n'y a pas de consommation, les transports, les services, l'hôtellerie, la restauration et l'artisanat qui regroupent presque, disons, 60% des investissements. Mais avec l'embellie et la relance, à partir de 2022-2023, les chiffres vont repartir à la hausse, j'en suis sûr. De toute façon, il est obligatoire qu'on recouvre pour qu'on puisse réinvestir, parce que c'est grâce à cela, et je le dis clairement à tous les détenteurs de prêts de l'ADER, s'ils veulent que cet instrument, avec ou sans moi, soit pérenne, soit pérennisé, continue d'aider leurs frères et leurs sœurs, ils doivent rembourser. Très bien. Nous allons juste une question, mais vraiment pour en terminer sur l'ADER, parce qu'il n'y a pas que ça. Le secteur privé comme principal pourvoyeur d'emplois. Est-ce que ce secteur privé aujourd'hui vous semble, ça va même au-delà de l'ADER, suffisamment outillé, puisque vous avez travaillé au ministère de l'économie et des finances, notamment à la direction de la compétitivité, suffisamment outillé aujourd'hui pour participer, impulser? Pour dire vrai, pas tout à fait. Vraiment, les gens qui me connaissent savent que je ne fais pas dans la langue de bois. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un secteur privé fort, qui soit altruiste, qui puisse travailler à créer des emplois au sens large, et non seulement dans son écosystème le plus proche. En d'autres termes, le secteur privé sénégalais doit pouvoir avoir la possibilité de s'endetter de façon appropriée, ça veut dire que les banques leur prêtent de l'argent et des ressources à long terme à des taux préférables. Aujourd'hui, la plupart des récriminations que nous avons des banques, c'est qu'ils prêtent à 12% et plus. Les systèmes financiers décentralisés, des fois, à 20%, pour ne pas dire 23%, le taux d'usure de la Banque centrale.
Aujourd'hui, il faudrait que les prêts au secteur privé soient revus à la baisse. Il faudrait qu'il y ait des réformes, notamment la fiscalité, mais de l'environnement des affaires qui permettent au secteur privé de créer plus d'emplois. Et aussi, il faudrait que le secteur privé arrête de penser que l'État doit les subventionner ou à chaque fois les aider à créer des emplois. Le président a parlé des contrats aidés, comme en France, et le type c'est très simple. Mamoudou, vous recrutez un cadreur ou un preneur de son, et vous payez 50% et l'État paye 50% de la part de l'emploi. Ou l'État diminue de 50% vos taxes patronales pour que vous puissiez créer de l'emploi. C'est des incitations comme ça qu'il faut mettre en place. Ça, c'est extrêmement important, surtout dans une période quand même extrêmement difficile. Je suis d'accord, 100%. Moi, je l'ai dit à plusieurs collègues, et nous le répéterons encore au chef de l'État, il faudrait qu'on se tourne plus des mécanismes verts comme ça, qui vont impulser, aider le secteur privé à créer de l'emploi et porter le flambeau, plutôt qu'à l'État de créer de l'emploi, parce que ça ne va pas être pérenne. 2 questions, les toutes dernières, très rapidement, chacune prendra peut-être 30 secondes. L'université, pour sortir du cadre de l'ADR, parce que vous êtes relativement jeune quand même, seulement 42 ans, vous avez été étudiant. L'université avec de la violence, il faut quand même le dire, même mort d'homme. On a découvert que la personne qui a succombé à ses blessures n'était même plus inscrite à l'université, mais paix à son âme, parce que même c'est des faits graves. Rétropédalage du conseil restreint de l'Assemblée de l'université, après sa recommandation faite au coude de fermer le campus social, ce n'est plus d'actualité, mais quelle réflexion vous inspire la situation de l'université Cheikh Anta Diop, mais de nos universités aussi de manière générale? Alors, je n'ai personnellement pas fait l'université de Dakar ni au Sénégal, mais mon frère et ma sœur l'ont fait. Et les conditions dans lesquelles les étudiants vivent sont, je dirais, déplorables. Il y a une surcharge, il y a beaucoup d'étudiants. J'ai été dans les amphis et les conditions vraiment sont à améliorer. Mais aussi, comme le cas de l'étudiant qui est mort, tous ceux qui sont plus étudiants, depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, doivent pouvoir quitter le campus. Et à mon avis, l'université... Quitter le campus, mais est-ce que vous êtes favorable à la fermeture pure et simple du campus social jusqu'à nouvel ordre? Je ne pense pas que ce soit la meilleure idée, personnellement, dans le sens où vous allez mettre à la rue 100 000 ou 150 000 étudiants. Où est-ce qu'ils vont aller? Ceux qui viennent de Kédougou, de Kolda, de Tamba, de Sédhiou. Ce n'est pas une bonne idée pour moi. Mais je préconise qu'il y ait la médiation à l'intérieur pour essayer de laisser aux étudiants qui, à mon avis, à cet âge, sont des majeurs, de faire l'autocritique et de pacifier les milieux universitaires. Et je demande aussi aux politiques de ne pas jeter de l'huile sur le feu et de laisser l'université être le temple du savoir et de la connaissance. Des étudiants parmi les demandeurs de financement au niveau de l'ADER? Beaucoup. On a financé beaucoup. Ah oui? Des étudiants de l'UCAD, des étudiants des écoles de commerce, ils sont beaucoup entreprenants. Oui. Les étudiants de l'école supérieure polytechnique, ISM, IAM, beaucoup on en a financé. Ils ont reçu des financements. Et par exemple, un exemple concret, les jeunes qui ont eu le grand prix du chef de l'État de l'innovation, il a été financé par l'ADER, il a eu 20 millions. C'est lui qui a créé le Dr Care, le robot, qui est utilisé à l'hôpital Fan, je pense, et les respirateurs artificiels. Toutes les startups que nous avons financées, c'est presque 5 millions d'euros, 3 milliards pour 100 startups dans la e-santé, e-agriculture, la fintech et la mobilité. Dernière chose, souffririez-vous de votre proximité avec l'ancien ministre de l'économie, Amadou Ba? Écoutez, je ne m'attendais pas à cette question, mais je ne saurais le dire. C'est clair que certaines personnes me reprochent d'être proche de l'ancien ministre des Finances. Mais si c'est, et je l'ai dit très clairement, si c'est un critère de rester dans le gouvernement, je pense que je ne resterai pas dans le gouvernement. Parce que moi, il y a quelque chose que j'appelle loyauté et, comment on appelle ça, amitié et sincérité. Le chef de l'État qui m'a confié à l'ancien ministre des Finances, Amadou Ba, quand je suis rentré au Sénégal fin 2015, août 2015, il lui a dit « Je veux que vous me tropicalisiez ces jeunes, vous les formiez à l'administration ». Et depuis ce jour, on ne s'est pas quitté.
Il m'a pris comme son fils, il me donne des conseils. Je l'ai vu samedi dernier. C'est ce qu'il m'a dit. Diapalel, président Macky Sall, pour son entourage, et fait son travail. Et il ne pose jamais un acte contraire à la marche de la République. Et moi, c'est quelqu'un comme ça, que je connais, qui est loyal, avec qui j'ai de très bonnes relations. Et si mon poste doit être mis sur la sellette parce que je suis proche d'un tel ou autre, ça, je pense qu'il va être sur la sellette. Et je terminerai sur un point qui est important, sur l'ADER. L'ADER, c'est pas Papsar. L'ADER, c'est 120 à 150 jeunes femmes avec un âge moyen de 24 ans, 26 ans, bac plus 5 minimum, sauf les chauffeurs, des ingénieurs, des informaticiens, des banquiers, des agronomes, etc., qui sont rompus à la tâche, avec qui nous avons créé cette aventure depuis 2018, grâce au président Macky Sall, qui a eu la générosité de mettre en place le fonds. Et aujourd'hui, que ce soit là ou pas là, sera une institution qui doit continuer et de façon pérenne. Et je terminerai par la littérature, comme j'ai commencé. Si vous avez lu Hernani de Victor Hugo, La bataille d'Hernani, Donia Sol disait à la fin, Hernani, je suis une force qui va. L'ADER, c'est une force qui va. Et elle est résiliente et elle partira. Et la réforme va continuer car nous sommes là pour notre pays. Nous voulons le progrès, nous voulons le développement économique de notre pays et cela ne se fera pas sans des réformes fortes. Merci. Merci. Je rappelle que vous êtes délégué général à l'entrepreneuriat rapide. Vous étiez l'invité de ce JDD, iRadio, ITV, imedia.sn. Présentation Mahmoud Ivrakan. Pour le compte de votre site, Babacar Fall pour le texte et Pape Doudou Diallo pour la photo. Réseaux sociaux, Fatimata Ba, Biram Pouy. Merci à l'équipe technique d'IRadio, d'ITV, Babacar Ndiaye, Iba Marsen, Nyankou, Seleman. Merci, bon dimanche. Rendez-vous dimanche prochain.